Qui pour succéder à la française Audrey Azoulay à la tête de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture? 2 candidats sont en lice, l'Égyptien Khaled El Enani et le Congolais Edouard Matoko, connaisseur de la maison où il a exercé de hautes responsabilités. Bonsoir. Edouard Bonsoir, Matoko. bonsoir. Alors après plus de 3 décennies à l'UNESCO, pourquoi avoir décidé de briguer aujourd'hui la direction générale ? Alors, si vous me permettez, juste en 30 secondes, je voudrais rappeler quand même cette triste nouvelle du décès de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Oui. que j'ai personnellement connu en tant que ministre des Arts et de la Culture, et aussi en tant qu'ambassadeur auprès de l'UNESCO. Et c'était vraiment un défenseur du patrimoine culturel. Oui. Il a été notamment à la tête du conseil d'administration du Fonds africain pour le patrimoine mondial, qui est en Afrique du Sud. Et donc, c'est un membre de la communauté UNESCO qui s'en va. Et je crois que nous devons rendre hommage au travail qu'il a accompli. Le patrimoine que vous allez défendre également. C'est aussi une des priorités de l'UNESCO et aussi un des programmes prioritaires sur lesquels je veux travailler pour l'Afrique notamment, mais aussi pour le reste du monde. Et certaines images d'ailleurs que vous avez projetées là sont au cœur du mandat de l'UNESCO. Et je vais en revenir sur ma vision, c'est toute cette jeunesse que vous avez vu, toute cette jeunesse qui revendique des droits. Toutes ces jeunesses en matière d'éducation, de santé, et le fer de lance de l'UNESCO. Exactement, voilà, exactement. Donc c'est à toute cette jeunesse que l'UNESCO, ma vision de l'UNESCO s'adresse aussi à toute cette jeunesse, leur redonner espoir à travers une éducation qui est conforme à leurs aspirations, une éducation non pas seulement professionnelle et technique, mais une éducation aussi citoyenne. La plupart de ces jeunes vivent dans des situations de conflit. Il faut leur donner le moyen de sortir de ces conflits. C'est bien la base du mandat de l'UNESCO, c'est construire dans l'esprit des hommes et des femmes et des hommes, les germes de la paix à travers l'éducation et la culture. Alors je parlais du patrimoine culturel et également c'est une de nos priorités, de mes priorités. Je voudrais donner plus de moyens à l'Afrique, en parlant de l'Afrique, pour inscrire plus de sites dans le patrimoine mondial. Mais revenons sur ce qu'est la question centrale de ma candidature. Ces années d'expérience, bien sûr, au siège à Paris, dans toutes les régions, en Amérique latine, en Asie, m'ont appris à connaître l'UNESCO dans tous ses aspects. Et au bout de 30 ans, il m'a paru légitime de continuer à servir cette organisation avec la même passion. Moi, je voudrais une UNESCO qui soit tournée vers l'avenir. C'est pourquoi je l'appelle l'UNESCO du futur. Je voudrais une UNESCO devant la crise du multilatéralisme, devant les crises financières, devant la perte de valeur, surtout pour les jeunes, que ce soit un point de référence. Une référence, c'est une agence intellectuelle et c'est son travail, justement son mandat d'origine, cette agence qui est considérée comme la boussole de l'humanité. Mais pour réaliser tout ça, il faut de l'argent, monsieur. Il faut de l'argent. Vous dites que l'UNESCO manque de ressources et il se trouve que les États-Unis ont annoncé leur retrait, sachant qu'ils contribuent à 20%. Comment comptez-vous restaurer la confiance des grands contributeurs financiers ? Alors, d'abord, ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons devant cette situation de retrait d'un grand pays, bien sûr. Nous avons des mécanismes internes de mobilisation de ressources additionnelles. Je rappelle que l'UNESCO fonctionne sur 2 types de ressources, les ressources obligatoires des États membres, qu'on appelle les contributions statutaires, et les contributions volontaires. Et c'est là que je crois se trouve la clé pour stabiliser nos ressources financières. Si en allant vers de nouveaux partenariats, notamment avec le secteur privé, des nouveaux partenariats en promouvant la coopération sud-sud, la coopération triangulaire aussi, et d'autres formes de partenariats qui sont aujourd'hui, qui se basent sur les nouvelles technologies. Nous ne devons pas avoir peur d'utiliser ces nouvelles technologies à l'UNESCO. Et d'ailleurs, comme vous le voyez bien, dans nos programmes et dans les programmes d'éducation notamment, l'utilisation de nouvelles technologies est essentielle. Et je voudrais continuer sur ce que je pense que l'UNESCO devrait être. Ce qui est ma vision, c'est vraiment une UNESCO, une organisation efficace sur le terrain. Nous avons tout un réseau
d'entités, des partenaires qui travaillent sur le terrain. Nous devons donner les moyens d'être beaucoup plus efficaces et d'être moins bureaucratiques, nous le sommes aujourd'hui. C'est la critique qu'on fait d'ailleurs aux organisations internationales. Et sortir de cette crise de confiance où on pense que aujourd'hui le multilatéral n'est plus l'espace idéal de dialogue et de solidarité. Justement, vous parlez de crise de confiance, on parlait des États-Unis. Quand Donald Trump dit que l'UNESCO est trop politisé, qu'avez-vous envie de lui répondre ? J'ai envie de répondre qu'en partie il a raison, parce que il n'est pas le seul à faire ce constat. Les États membres, les organes d'évaluation également, constatent qu'effectivement, il y a sur certaines questions hautement politiques, l'UNESCO subit des arguments dans les débats techniques, politiques. C'est une conjoncture que nous avons. Nous devons apporter des solutions techniques à des situations extrêmement complexes du point de vue politique. Et quand vous parlez, vous regardez le conflit au Soudan, préserver le patrimoine culturel du Soudan dans une situation de conflit, c'est extrêmement difficile. Les débats que nous avons sur les grands conflits, les conflits majeurs que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit l'Ukraine, Gaza, etc., ou d'autres conflits qui existent encore, qui sont latents en RDC, par exemple, demandent effectivement, pour les États membres, demandent une réflexion qui ne soit pas seulement basée sur des faits politiques, mais sur des solutions techniques que nous apportons en tant que secrétaire de l'UNESCO. Il nous reste 30 secondes. Alors, votre adversaire égyptien, Khaled El Enani, met en avant son regard d'homme extérieur à l'organisation et son expérience ministérielle. Pourquoi, selon vous, la connaissance intime de l'UNESCO que vous revendiquez est un atout ? Et moi, je mets en avant le regard intérieur que j'ai de l'UNESCO et le regard extérieur que j'ai de l'UNESCO également pour avoir été pendant 12 ans l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères de l'UNESCO. Et je crois que ça m'a permis de connaître l'UNESCO aussi bien du côté des États membres, oui, aussi bien. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois, oui. Je ne voudrais pas citer l'exemple de Kofi Annan, un secrétaire des Nations Unies, exemplaire, qui a commencé au bas de l'échelle et qui est arrivé au Merci, haut niveau. Edouard Merci, madame. Je rappelle que vous êtes candidat à la direction générale de l'UNESCO. Merci.